Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bienvenue chers auditeurs de Radio Grand Lac, bienvenue chers invités, bienvenue cher public. Il n'y en a pas. C'est aujourd'hui la 4e édition de cette nouvelle émission dédiée à l'entrepreneuriat et au tissu économique local de notre si beau territoire. Nous sommes le 24 juin et l'aide pour avoir un apprenti dans votre entreprise, l'aide qui vous accompagne, un jeune, une solution, ne s'arrête pas le 30 juin. J'avais préparé toute une introduction pour vous dire attention, il ne reste plus que quelques jours, mais finalement, il semblerait que ce soit bien reporté à la fin de l'année. Donc, rassurez-vous, vous avez le temps. Et si, comme moi, vous étiez un petit peu dans le stress, tout s'arrange. 3 invités aujourd'hui pour une émission au féminin. Nous accueillons Marjorie Zeiger, Juliette Macaire et Nour Bamed. Et on va commencer avec vous, Marjorie Zeiger. Vous représentez l'incubateur Savoie Technolac. On a tous déjà entendu ce nom au moins une fois, mais on ne sait pas forcément ce qu'il représente. Comment définissez-vous cet organisme ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc du coup, moi je travaille à l'incubateur de Savoie Technolac et nous, notre mission, c'est de permettre la réussite et le succès des entreprises qui veulent se créer sur le territoire. Des entreprises plutôt à vocation innovante, donc ce qu'on peut appeler des startups. Et cet outil est un outil de Chambéry Grand Lac Économie, vraiment dans l'idée de générer la création d'entreprises et d'emplois sur le territoire et donc de les accompagner. Donc l'incubateur de Savoie Technolac, comme son nom l'indique, est implanté à Savoie Technolac, au Bourget du Lac. Et donc du coup, on accueille, nous, au sein de l'incubateur, des porteurs de projets, des entrepreneurs de 15 à 75 ans, quel que soit le stade d'avancement de leur projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui viennent avec une envie d'entreprendre, d'autres qui ont 4 milliards d'idées, d'autres qui ont une idée, un projet ou même qui se sont déjà créés. On accompagne aussi ceux qui se sont déjà créés, mais on est plutôt globalement en amont de la création d'entreprise, avec cette particularité d'accompagner plutôt ce qu'on appelle des startups, des projets qui ont un caractère innovant. Alors je vais faire déjà un arrêt là-dessus. C'est quoi une startup dans la définition ? Parce qu'on a tous, je pense que pour la plupart des gens, startup, ça veut dire souvent une boîte qui fait du logiciel ou des choses comme ça et qui grimpe d'un coup très très vite. J'imagine que c'est un peu plus varié que ça. Alors déjà, pour revenir juste en amont sur la définition de ce que peut être l'innovation chez nous, pour savoir quel type de projet finalement on accompagne, nous l'idée c'est d'accompagner pas forcément des projets qui sont en rupture technologique avec une technologie qui sort d'un laboratoire de recherche. L'innovation pour nous elle est plutôt au sens large, donc on peut innover sur la destination d'un produit, on peut innover sur la façon dont on va mettre en place un nouveau service ou un nouveau produit sur le marché. Enfin voilà, c'est une innovation vraiment globale. Et donc du coup, pour répondre à votre question sur la start-up, pour nous une start-up c'est une entreprise qui déjà va être à la recherche de son modèle économique par rapport à une entreprise classique. Si je prends un boulanger qui fait du pain, il le fabrique, ensuite il le vend à son client, il connaît déjà son client. Une start-up, généralement, elle doit approfondir un peu plus son modèle économique, donc savoir vraiment ce qu'elle va proposer en termes de produits et souvent de services, et surtout qui vont être ses clients et qu'est-ce qui va générer finalement du flux et de l'argent dans son entreprise. Et une fois qu'elle a trouvé ce modèle économique, l'idée c'est de monter rapidement en puissance. Et c'est là aussi où on parle d'accélération, et c'est aussi ce qui fait la caractéristique d'une start-up, c'est que c'est une entreprise qui peut passer facilement de une personne au démarrage et 6 mois après à 20 personnes. Et quelles sont les conditions pour être accompagné ? Alors, les conditions pour nous pour être accompagnés, eh bien, il faut créer son entreprise sur notre territoire. Donc, notre territoire, comme je disais, l'outil de l'incubateur de Savoie Technolac fait partie de Chambéry Grand Lac Économie. Donc, notre vocation, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui se trouvent sur les 2 agglomérations, donc Grand Lac et Grand Chambéry. Donc ça, c'est un premier critère. Et le deuxième critère, c'est le critère innovation dont je parlais précédemment. L'accompagnement, il consiste en quoi, en fait ? Alors, notre accompagnement est basé sur une offre variée. Donc, c'est à la fois du coaching, donc des rendez-vous en one-to-one. On est une équipe de 4 personnes dédiées à l'accompagnement au sein de l'incubateur de Savoie Technolac.
Ce sont également des ateliers d'intelligence collective, puisque ça nous tient à cœur. Enfin, nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective, au fait finalement que tout le monde peut s'apporter. Et donc, notre idée, c'est de réunir au sein de groupes. Alors, on a notamment un module qui s'appelle le Start Business. En fait, c'est un module de 8 personnes. Et l'idée, c'est d'accompagner 8 porteurs de projets qui en sont à peu près au même niveau d'avancement, qui sont sur des thématiques totalement différentes. N'empêche qu'on va beaucoup travailler avec elles pendant ce Start Business, à la fois sur tout ce qui est alignement de la personne avec son projet, ce qu'on peut aussi appeler posture entrepreneuriale, leadership, et l'autre partie qui est sur tout ce qui est structuration du plan d'action de l'entreprise et du plan d'action commercial, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut avoir des clients et aller chercher ses clients. Donc c'est 2 thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup au sein de ces ateliers collectifs. On en est à la 43e promotion, sachant qu'on en a 3 par an. Dans notre offre, on a également tout un tas d'événements, d'animations qu'on propose à nos entrepreneurs et nos porteurs de projets sur des thématiques diverses et variées qui sont plutôt transversales, puisque l'entrepreneuriat, c'est assez transversal comme thème. Donc ça peut être aussi bien comment bien définir sa stratégie e-marketing, quel statut choisir, comment réussir sa levée de fonds, comment faire ses relations presse, comment aller chercher des financements spécifiques si on est une entreprise éco-responsable ou plutôt dans l'environnement. Voilà, on a tout un tas de thématiques autour de nos ateliers et de nos événements. C'est aussi pouvoir offrir de la visibilité à nos porteurs de projets, parce que quand on démarre, on a aussi besoin d'être connus de par leurs propres clients, mais aussi plus globalement. Donc pour ça, on est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'incubateur Savoie Technolac, donc avec Incubateur Savoie Technolac sur LinkedIn et sur Instagram, pour retrouver tous nos événements qui sont ouverts d'ailleurs très largement, même à ceux qui ont une envie d'entreprendre et qui veulent commencer un petit peu à s'intéresser à ces thématiques. Et puis surtout, on met en avant via des portraits nos entrepreneurs et nos entrepreneuses, puisqu'on a des entrepreneuses avec nous ce matin qui parleront tout à l'heure. Donc je change et Oua. Voilà. Et si je termine sur notre offre de service, on a aussi de l'hébergement, mais on le met volontairement à la fin, puisque finalement notre valeur ajoutée, elle repose essentiellement sur l'accompagnement. Et on accompagne aussi des gens qui sont chez eux, qui travaillent chez eux, d'autres qui viennent de temps en temps travailler dans notre espace de coworking ou nos bureaux partagés, d'autres qui prennent des bureaux partagés avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà, nous, notre force, elle est vraiment dans l'accompagnement, mais on a aussi des solutions d'hébergement, puisque c'est pas forcément évident de trouver sur le marché privé des surfaces de petite dimension. Quand on démarre, on n'a pas forcément besoin tout de suite d'un plateau de 500 mètres carrés. Et tout ça, ça se passe donc au village, c'est ça ? Alors tout ça, ça se passe au pôle entrepreneuriat de Savoie Technolac, qui est un nouveau bâtiment qu'on a réceptionné il y a maintenant 1 an et demi. Et dans ce bâtiment, en fait, l'idée, c'est de retrouver tout un écosystème autour de l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Au sein de ce bâtiment, on va pouvoir retrouver finalement aussi un fil rouge d'accompagnement de nos startups. Donc effectivement, pour démarrer, l'incubateur de Savoie Technolac. Pour ceux qui sont en forte accélération, de pouvoir poursuivre après en candidatant au village ByCA des Savoies, qui est implanté dans ce bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, on retrouve aussi d'autres acteurs comme la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, la cellule Montagne Inventive qui est plutôt la cellule innovation sur les thématiques de la montagne, Campus du numérique qui permet de former des développeurs informatiques qui après peuvent répondre aux besoins de nos entrepreneurs. On a également ST Microelectronics qui est implanté, en fait, qui a racheté il y a 2 ans une entreprise, Bispoon, qui était passée par l'incubateur, et également un hôtel d'entreprise. Donc en fait, on a 4500 mètres carrés de locaux avec une force, un écosystème puissant pour accompagner l'innovation et l'entrepreneuriat. Les locaux, d'ailleurs, on a tourné la publicité du salon du nouvel entrepreneur dans les locaux. C'est super beau, c'est neuf. Hein. Ouais, on y est depuis 1 an et demi. Ouais. Et donc, ouais, j'ai vu l'énorme espace où tout le monde peut travailler, l'open space, en gros. Et ouais, belle ambiance, vraiment, c'est un très bel endroit, ça donne envie de travailler. C'est ce que j'ai dit à l'équipe tout le temps qu'on était là-bas. Je disais, mais n'importe qui peut venir, parce que moi, on est dedans, quoi. On a envie d'y aller quand on est sur place. Donc bravo pour l'endroit déjà et pour l'accompagnement qui va avec. Les personnes qui sont accompagnées, une fois que ça y est, l'entreprise existe, que se passe-t-il ? Vous êtes toujours en contact ? Vous les suivez après sur le développement ? Alors, nous, notre idée, c'est d'établir une convention d'accompagnement d'une durée de 6 mois à partir du premier rendez-vous, en fait, qu'on a avec le porteur de projet. Si tant est qu'il corresponde bien aux critères que j'ai énoncés auparavant. Si, par exemple, c'est un porteur de projet qu'on a eu un rendez-vous et qui n'a pas ce critère innovant, qui n'est pas forcément sur notre territoire,
on le redirige vers les bonnes personnes, puisque c'est aussi ça la force, notamment de l'accompagnement à la création d'entreprise sur le territoire savoyard, c'est qu'on se connaît tous très bien et on travaille tous très bien ensemble pour accompagner le mieux possible nos porteurs de projets. Et du coup, j'ai oublié le fil de la question. Moi aussi. Non, je te demandais si les personnes qui avaient été accompagnées, les entrepreneurs accompagnés, si vous les suivez encore après. Oui, alors oui, effectivement. Donc du coup, je parlais d'une convention d'accompagnement qu'on établit pour une durée de 6 mois. Au bout de 6 mois, on refait un point pour voir quels sont réellement les besoins et voir si on continue. Alors l'idée, c'est pas au bout de 6 mois de dire ciao, on se voit plus. C'est vraiment de continuer d'accompagner si c'est nécessaire. Mais après, l'idée, c'est aussi d'avoir un roulement pour que nos porteurs de projets, nos entrepreneurs nouveaux aussi puissent profiter en fait de cette offre de service. Ok. Et donc uniquement les startups. Alors uniquement les startups. Alors on a quand même une petite exception, puisqu'il y a toujours des exceptions quand on met en place des règles. Je disais au départ qu'on accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs de 15 à 75 ans. Donc c'est vrai que ça nous tient à cœur aussi de sensibiliser la jeune génération à l'esprit d'entreprendre. Et donc pour cela, je mène tout un tas d'actions de sensibilisation, notamment au sein des établissements d'enseignement supérieur, puisque rien qu'à Savoie-Technolac, il y a l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'IPAC, l'INSEC, les Arts et Métiers, l'ENAI, Polytech, l'IUT, et puis sur la place, on a aussi des lycées. Et donc du coup, je mène un certain nombre d'actions de sensibilisation pour finalement susciter des vocations, détecter celles et ceux qui ont envie d'entreprendre et les accompagner. Et du coup, auprès de ce public-là, alors pour la plupart, ils ont quand même un côté innovant dans les projets qu'ils portent. Mais du coup, on se veut vraiment plus large. L'idée étant vraiment de leur faire comprendre qu'ils peuvent prendre en main leur avenir différemment et pas forcément aller candidater dans une entreprise. Quoique, nous, on n'est pas là pour forcer les gens non plus à tous créer leur entreprise. Et du coup, dans cette mission-là, comme je fais le lien avec les jeunes, ça me permet aussi d'être en lien avec les établissements, les enseignants, et de faire le lien avec les besoins que pourraient avoir nos entrepreneurs pour développer leur entreprise en termes de recherche de stagiaires, d'alternants, voire même de projets, plutôt que on est toute une promo qui travaille sur le cas Nespresso en marketing, et plutôt profiter de toute la promo qui puisse travailler à contribuer à développer une idée marketing ou plusieurs idées marketing pour un porteur de projet de l'incubateur. Pour nos auditeurs qui voudraient prendre contact ou en savoir plus, comment faire ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc l'idée, c'est d'aller soit sur le site de l'incubateur, donc le site web incubateur-savoie-technolac.com. Il y a un formulaire de contact où même il y a directement les coordonnées de l'équipe qui accompagne. Et sinon, d'envoyer des messages aussi via LinkedIn ou Instagram. Donc toujours incubateur Savoie-Technolac pour nous trouver. Merci Marjorie. On va faire une première pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Notre deuxième invité a été accompagné par notre premier invité. C'est ce qu'on appelle une transition à la Fogiel. Bonjour Juliette Macaire. Bonjour, enchantée. Vous avez donc lancé une start-up. En effet, j'ai créé Je Change, donc je commencerai par dire que je suis Juliette Macaire, fondatrice du projet Je Change, les jouets de seconde main engagés. J'ai 30 ans et je suis savoyarde d'adoption maintenant depuis 2 ans et demi. Et donc on a créé Je Change puisqu'on a décidé de favoriser les jouets d'occasion pour proposer une solution et une alternative écologique et solidaire. On est parti d'un constat fort qui est que 75% des jouets sont vendus en France, sont fabriqués en Asie. 440 000 tonnes de jeux et jouets sont stockés dans les placards des Français chaque année. Donc ça fait 24 jeux par foyer. Donc c'est un chiffre qu'on aime bien mettre en lumière puisque en fait ça montre qu'il y a des jeux qui sont disponibles et qui sont en circulation et qu'il faut aller les chercher et les remettre dans le circuit, pouvoir échanger, les vendre ou les donner. Il y a 120 000 tonnes de jeux et jouets qui sont jetés chaque année. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez fort aussi. Aujourd'hui, le consommateur ne sait pas où mettre ses jouets, il ne sait pas où les donner, il ne sait pas forcément où les vendre, ou même quand ils sont cassés, il ne sait pas de quoi en faire. Donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeux et jouets dans les ordures ménagères, et ça, c'est un vrai problème pour nous. Et c'est là-dessus aussi qu'aujourd'hui, on veut travailler et sensibiliser le consommateur. Et le dernier chiffre que j'aime mettre en évidence, c'est qu'un jouet a une durée de vie de 10 à 15 ans, et il est utilisé en moyenne que 8 mois. Donc ça fait qu'à lui seul, si on extrapole tous ces chiffres, un jouet
pourrait avoir 18 vies. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut faire attention en fonction de la qualité du produit. On sait qu'il y a des matières comme le bois qui perdurent plus dans le temps que du plastique. Mais en tout cas, il a une vocation à avoir plus d'une vie. Donc nous, c'est ce qu'on veut aller chercher, c'est ce constat qui nous a permis de créer, il y a 2 mois maintenant, une marketplace, qui permet aux particuliers d'acheter des jouets reconditionnés et sélectionnés par des acteurs du réemploi. Donc les acteurs du réemploi, c'est qui, c'est quoi ? C'est les ressourceries, les recycleries, et c'est tous ces organismes qui récupèrent du don pour revaloriser et pour remettre dans le circuit de la seconde main. Donc je change, si je vulgarise un petit peu tout ça, je change, c'est une boutique sur le web qui permet des achats responsables de jouets. En effet, c'est une boutique en ligne de jouets reconditionnés. On parle souvent de back market, par exemple, qui reconditionne des smartphones. Et ben, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, je reconditionne des jeux et jouets, tout en travaillant avec les acteurs du territoire sur chaque territoire. C'est-à-dire que les recycleries et les ressourceries sont souvent dans un périmètre autour de chez nous. Il en existe 2400 en France. Donc, c'est de pouvoir trouver le jouet d'occasion depuis son canapé, mais autour de chez soi quand même. Ça, c'est assez nouveau parce qu'aujourd'hui, on a créé un site qui ressemble à un Pickwick ou un King Jouet, mais version occasion. Donc, on a été très loin dans le projet et on fait le choix d'une consommation responsable parce que les jouets sont collectés et donnés principalement par des citoyens. Ils sont ensuite triés, nettoyés, sélectionnés par les professionnels et ils sont validés par nos équipes Je Change, experts du jouet et experts du e-commerce. C'est aussi faire le choix d'une consommation solidaire, puisque les jouets reconditionnés sont la plupart du temps revalorisés par des personnes en insertion professionnelle. Donc, c'est des personnes qui qui sont remis dans le circuit pour travailler et essayer de toucher à tout, donc de la vente, du e-commerce, de faire de la caisse pour retrouver un travail et prendre en compétences. Et le dernier volet, et pas des moindres, c'est une consommation forcément écologique, puisqu'on vient réduire la quantité de déchets et on achète de seconde main, et tout ça sans oublier que l'occasion, c'est des jouets à petit prix. Du coup, l'objectif est de le rendre accessible à tous. Et alors, comment ça se passe ? C'est quelqu'un vérifie la qualité des jouets, j'imagine, avant de les mettre en vente ? En effet, ça c'est le travail en fait des recycleries et de ressourceries. Leur travail aujourd'hui, c'est vraiment de revaloriser et faire de l'insertion professionnelle. Donc, ils contrôlent les pulses, c'est-à-dire que par exemple un pulse de 1000 pièces pourra être compté aujourd'hui par nos acteurs du réemploi. Un jouet qui est sale sera renettoyé pour être mis en circulation. Nous, c'est vraiment un point important, c'est la qualité du produit. Le consommateur, lors d'études marketing, nous l'avait dit. Aujourd'hui, quand on parle des enfants, la sécurité est importante. Donc, on est obligé d'avoir des jouets de qualité qui sont complets et qui sont pas cassés, où il n'y a pas ce soit pas dangereux. Oui. En effet, c'était vraiment important. Et j'insiste sur la qualité aussi, mais par exemple, un Trial Poursuite où il pourrait manquer 2 ou 3 cartes, c'est pas un problème pour nous parce que ça n'empêche pas de jouer. Par contre, voilà, il faut que le jouet soit jouable. Ok. Pour revenir un petit peu à ma première question, du coup, le modèle start-up, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ? Je dirais que rien n'avait été défini quand j'ai commencé à réfléchir au projet. C'est à cause de l'incubateur Savoie Technolac que j'ai été identifiée comme start-up. Non, mais il y avait, vraiment, quand j'ai créé le projet, c'est vrai que je suis pas revenue sur mon histoire, mais il y a 5 ans, lors de ma dernière année d'école de commerce à Paris, j'ai atterri un peu par hasard dans le monde merveilleux ou pas de Mickey et ses copains, et dans l'industrie du jouet, et c'est vraiment ça qui m'a tout de suite interpellée. J'ai adoré travailler le produit qui est un produit très atypique, le jeu et jouet. C'est un produit qui fait rêver, qui éveille, qui émerveille. Enfin voilà, ça a des valeurs très très fortes et c'est un produit qui est très chouette. Et quand j'ai commencé à réfléchir en 2020 à une idée en quête de sens, parce que je voulais vraiment mettre en application mes convictions personnelles pour l'écologie, la nature et mes expériences professionnelles, je me suis dit dans quoi je me lance, et du coup le jouet semblait quand même une évidence. Et ensuite j'avais pas défini de faire une start-up tournée sur le numérique, mais ça répondait vraiment à un besoin. En échangeant avec les acteurs du réemploi, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de stock dans ces recycleries, qu'il y avait énormément de dons, et du coup on s'est dit ok, le volet il est là. Pardon.
il est là, c'est d'aller chercher pas du bon coin en consommateur, mais d'aller chercher ce qui est déjà existant et les stocks et d'accompagner ces structures à la digitalisation. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur le modèle start-up plutôt numérique. D'accord. Le jouet, c'est, pour moi, c'est quelque chose les chiffres que vous donniez tout à l'heure, je les trouve monstrueux parce que autant que j'ai conscience que il y a beaucoup d'achats de jouets sur la période des fêtes et que souvent ils ne durent pas forcément très longtemps. Mais en même temps, c'est le produit, je pense, dans lequel on met le plus de sentiments et on s'en débarrasse peut-être pas facilement au final. Donc qu'il y en ait autant qui soient stockés et abandonnés, ça me choquait un petit peu au niveau des chiffres. En fait, il y a plusieurs volets, mais tu l'as dit, en fait, on a tous un affect particulier autour du jeu et jouet. Enfin, chacun définit les choses à sa manière. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir du cochon qui rit parce que j'ai joué avec mes grands-parents et du coup, dès que j'en vois en recyclerie, ça ramène des émotions, ça ramène des sentiments et du coup, c'est assez fort. Donc peut-être que oui, on a un peu plus de mal à s'en détacher. Par contre, quand on dit une durée de moyenne d'utilisation de 8 mois, pense surtout au premier âge, c'est-à-dire que l'enfant de 0 à 6 mois, il grandit tellement vite que du coup son jouet est très peu utilisé. Mais c'est le même cas pour tout ce qui est vêtements en fait, et c'est pour ça qu'on voit que la seconde main dans les vêtements fonctionne énormément. C'est-à-dire que on grandit tellement vite que l'enfant s'en débarrasse vite et que du coup il a tellement peu joué avec que le jouet est encore de qualité. Ça se voit et ça se vérifie peut-être un petit peu moins sur les jouets un peu plus adultes ou les jeux de société, quoique les jeux de société, il y en a tellement en circulation et je le vois parce que j'ai aussi travaillé chez Hasbro sur la marque Monopoly. Aujourd'hui, le nombre de Monopoly qui se vend en France, dans le monde, je crois que c'est un Monopoly toutes les 38 secondes. Donc c'est énorme. Donc en fait, il y en a forcément en circulation et derrière, il est forcément à remettre, il faut les exploiter et continuer à les utiliser. Et oui, c'est des chiffres forts parce que le temps fort du jeu et jouet, c'est la fin d'année. C'est 55% du business qui se fait sur la fin d'année sur le jouet neuf. Mais aujourd'hui, on a toujours une occasion d'offrir un jouet, un anniversaire, un baptême, un moment, juste pour le plaisir. En fait, c'est un jouet. Enfin, le jouet, c'est un produit qu'on peut acheter n'importe quand. Et du coup, on a quand même toute l'année des temps forts. Et à l'heure des générations qui naissent avec des tablettes dans les mains, est-ce que le jouet a encore de beaux jours devant lui ? Eh ben, étonnamment, le jouet a repris beaucoup de valeur, surtout avec la crise Covid. Enfin, du moins sur la catégorie jeux de société. J'étais encore chez Hasbro à l'époque et on l'a vu, en fait, les gens ont remis ces valeurs de partage, de faire des moments en famille autour de la table et de fédérer. Et du coup, on a vu les ventes sur cette catégorie, comme sur les Pulse, croître énormément. Et je pense que, on avait un peu perdu simplement toutes ces valeurs qu'on est en train de remettre. Et même notre génération, je dirais, de 20-40 fait régulièrement des soirées jeux de société entre copains, entre potes, en famille, et c'est des bons moments, c'est des moments conviviaux et ça on aime. Et je pense que du coup le jouet a quand même beaucoup d'avenir et notamment le jouet de seconde main. Et du coup, je change, c'est aussi un impact écologique. Est-ce que vous êtes en capacité de le mesurer, cet impact ? Alors pour l'instant on est encore jeune pour le mesurer, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête, sur lequel on travaille, donc sur des études. Je travaille aussi avec Grand Chambéry et la déchetterie pour simplement être capable de savoir un petit peu ce qu'on collecte, ce qu'on est capable de collecter, ce qu'on est capable de remettre en circuit. Et ça c'est des chiffres qu'on aura. Après j'ai quelques exemples. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Enjoué, qui est à Villeurbanne à côté de Lyon. Aujourd'hui il collecte 7 tonnes et demie par an de jouets. Donc ça vous laisse un peu la possibilité de ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, le plus compliqué, c'est vraiment de pouvoir le remettre dans le circuit. Et du coup, nous, on accompagne aussi par de la visibilité web et de la mise en relation on collecte 7 tonnes et demie, qu'est-ce qu'on en fait et comment on est capable d'aller le remettre dans le circuit de l'occasion. Et quand on va parler de l'entrepreneur, comment on se dit, je vais faire une boutique en ligne plutôt qu'une vraie boutique physique ? Alors moi, j'ai pris le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire que des boutiques physiques, des personnes qui font du réemploi et de l'insertion, il y en avait plein. Et du coup, en échangeant avec eux, je me suis dit, ok, moi, c'était un peu l'objectif aussi, c'était de faire une boutique et de pouvoir, être plutôt dans l'associatif, dans le reconditionnement. Mais je me suis dit, en fait, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui le font et ils le font très bien. Comment je peux les accompagner plus loin ?
Moi, j'avais quand même un volet très marketing commercial et web marketing dans mes expériences précédentes dans l'industrie du jouet. Et aujourd'hui, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, c'est un monde qui est un petit peu encore déconnecté du numérique. Et du coup, c'était de se dire, en fait, c'est ici qu'il faut qu'on les accompagne aujourd'hui pour les rendre ces structures plus pérennes. Il fallait aller sur le numérique, il fallait leur donner de la visibilité. Et c'est comme ça que j'ai construit l'offre et de me dire, on commence par un site qui à terme sera capable de gérer plus ou moins tout seul, puisque les partenaires sont déjà 2 ans, il y aura une grosse visibilité de l'offre, et du coup après on verra pour développer d'autres services ou des structures si besoin. Mais voilà, en fait aujourd'hui il n'existait pas une marketplace pour les professionnels qui revalorise du jeu et jouet. Il existait des autres solutions comme Le Bon Coin, Vinted ou autres, mais pas pour les professionnels, pardon. Et et du coup, Je Change, qui est tout jeune. Oui. Quelle est l'évolution souhaitée sur les années à venir? De grandes choses. Non, c'est toujours un peu compliqué. On a des prévisionnels, on voit 3-5 ans, donc on se voit grandir. L'objectif, c'est que ça devienne une plateforme nationale. Aujourd'hui, on est plutôt sur le territoire quand même Auvergne-Rhône-Alpes, mais des structures, comme je le disais tout à l'heure, il en existe 2400 en France, donc c'est que on a la possibilité d'être sur tout le territoire. Et moi, c'est vraiment ma vocation, et c'est de travailler en partenariat avec chaque territoire, puisqu'en fait, on peut monter un écosystème autour de la collecte du jouet, de la revalorisation et de la remise en circuit sur Je Change. Donc voilà, c'est de grandir et à terme, c'est d'avoir le maximum de recycleries, ressourceries, acteurs du réemploi qui travaillent avec nous sur le territoire. Et pourquoi pas ouvrir une boutique Je Change en physique et un chantier d'insertion sur de la revalorisation de jouets si le vent m'amène par là. Et si donc on veut en savoir plus, le site web Je Change, c'est jechange.fr, tout simplement. Attaché, donc. Tout attaché. Les réseaux sociaux? Je change. Non, je change, je crois. Je sais même plus. On vous retrouve sur Facebook. Je change, oui. Sur Facebook, ouais. Insta et sur LinkedIn. Sur Je change. Super, merci beaucoup. On continue avec une nouvelle pause et juste après, c'est Nour Bamed qu'on accueillera. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur continue. Notre 3e invité, c'est avant tout un caractère, une actrice confirmée capable de baisser son flow pour mieux se faire comprendre et surtout la fondatrice d'une plateforme dont on avait bien besoin. Bonjour Nour Bamed. Bonjour Karim. Moi je vous ai connu à la Chambre des métiers, c'était une autre époque. Et depuis maintenant 2 ans, 3 ans, vous avez créé, ou à 3 ans. Donc là, on entre dans le domaine de la marketplace. On a déjà mis les pieds dedans tout à l'heure avec Je Change. Là, on est sur de la marketplace dédiée aux artisans d'art. Donc, on va avoir beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que c'est qu'une marketplace dédiée aux artisans? C'est quoi OUA? Alors, déjà, merci Karim pour cette petite introduction. OUA, c'est... En fait, déjà, pour comprendre un petit peu, c'est la contraction de House of Art, donc la maison de l'art. C'est pour l'onomatopée, OUA aussi. Et l'objectif, c'est de valoriser l'artisanat d'art français d'une manière globale par le biais d'une plateforme digitale. Donc c'est un site internet sur lequel vous allez retrouver un annuaire, vous allez retrouver des boutiques de créateurs et chaque artisan créateur a la possibilité de montrer son savoir-faire, de montrer ses créations et de pouvoir les vendre au plus grand nombre. Voilà. À côté de ça, vous avez un 2e site qui est un site de ressources et d'accompagnement sur lequel on retrouve des fiches pratiques, des tutoriels, des conseils, de la veille. Ça, c'est pour plutôt le côté accompagnement des créateurs au quotidien pour le développement de leur activité. Ok. Alors, je vais commencer par le début. C'est quoi un artisan d'art? Alors ça, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Un artisan d'art, c'est avant tout des hommes et des femmes de passion qui déploient un savoir-faire complexe pour en faire de la création, donc de la petite série ou de la création unique. C'est en fait toutes les personnes qui vont transformer la matière pour en faire un objet, donc en transformant le bois, le cuir, etc. Donc ça regroupe plusieurs domaines d'activité. On va avoir de l'ameublement, du mobilier, de la décoration, sculpture, tout ce qui est bijouterie, mode accessoire, ça rentre également dans les métiers d'art. Donc céramiste, souffleur de verre, ébéniste, couturière, tout ça ce sont des métiers d'art. Et donc ce qui fait qu'un artisan est un artisan d'art, c'est le côté un peu unique de la pièce ou la petite série. Parce que par exemple, quelqu'un qui fait des escaliers, si on lui achète les mêmes escaliers pour 150 maisons, c'est peut-être pas forcément de l'art.
Alors, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est touchy. Voilà. Mais non, l'objectif, c'est de faire de l'œuvre unique ou de la petite série. À partir du moment où on passe dans des process un petit peu industriels, on n'est plus dans l'artisanat d'art. Tout est fait à la main, tout est fait en déployant un savoir-faire quand même qui est assez complexe. Donc c'est là où on reconnaît c'est un artisan qui va créer des objets avec un caractère artistique. Et elle est là la différence entre un artiste et un artisan d'art. Mais ce sont tous des professionnels qui ont suivi des formations. Mais sur la plateforme, on a à la fois des artisans d'art et quelques artistes également présents. Donc du coup, c'est un site web sur lequel on peut acheter des pièces. Oui. C'est un petit peu un Amazon de l'artisanat d'art. Oula. J'ai dit le nom qu'il fallait pas. Exactement. Alors à la différence d'Amazon justement, quels sont les artisans qu'on retrouve sur OUA? C'est plutôt local, c'est national? Alors, c'est une plateforme qui est ouverte au national. Aujourd'hui, on a un peu plus de 120 créateurs présents sur la plateforme. Ce sont que des professionnels immatriculés, donc il n'y a pas de loisirs créatifs comme on peut retrouver sur certaines plateformes dont je tairai le nom. Et le but, c'est vraiment de la valorisation de l'artisanat d'art français, du fait main, du local, même si on est au niveau français, mais quand même du local, puisque le but, il y a un annuaire gratuit aussi sur la plateforme, c'est de pouvoir repérer les artisans près de chez soi. Et du coup, c'est aussi de favoriser le développement économique local. Alors, si on est artisan et qu'on veut apparaître sur la plateforme? Eh ben, il n'y a rien de plus simple, puisque l'inscription est complètement gratuite. Ils peuvent rentrer sur la plateforme, créer leur vitrine, pouvoir apparaître sur l'annuaire et ensuite créer leur boutique. Il y a un système de commission qui vient, mais uniquement en cas de vente. Sinon, l'entièreté est gratuite, puisque je crois en la puissance du nombre. Et les artisans d'art, ce sont des personnes qui sont souvent isolées, qui travaillent dans des ateliers, qui travaillent bien souvent même chez eux, et qui vont passer par des processus de commercialisation qui sont les marchés, les salons ou les foires. On les trouve très peu sur le digital, même si avec le Covid, on a vu qu'il y a eu une vraie... on a remis un petit peu l'importance du digital dans le commercial, entre guillemets, pour se faire connaître. Mais du coup, voilà, moi je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir les rassembler. En plus, ils sont sur des métiers comme l'ameublement, le mobilier, où il est difficile de faire sa place sur Internet aujourd'hui. Et donc vraiment, je crois en la puissance du nombre. Et donc, quand on est sur la plateforme, on est en vente sur la plateforme. Lorsqu'il y a vente, justement, comment ça se passe? C'est le client va payer sur la plateforme, ensuite c'est redistribué? Oui, alors en fait, nous, on va s'occuper de toute la partie site internet, gestion des paiements, etc. pour faciliter le créateur. Le créateur, lui, il a un back-office, donc il a sa propre interface. C'est comme s'il avait son propre site internet, finalement. Il reçoit les commandes, mais par contre, c'est lui qui s'occupe de l'envoi, etc. On n'a pas de plateforme logistique, on ne recentralise pas ça, parce que d'une part, on n'a pas les compétences pour, et puis les créations, voilà, quand on parle de verre, quand on parle de certaines tailles, il faut les emballer et d'une certaine manière. Donc il y a une technique aussi là-dessus. Et ce sont les artisans créateurs qui envoient directement aux clients, au public. Est-ce qu'il y a un système pour les artisans qui sont inscrits sur la plateforme? Est-ce qu'on apparaît mieux qu'un autre? Est-ce qu'on est tous au même niveau? Alors il y a déjà un classement par type de métier, je crois. Oui. Mais est-ce que par exemple, si dans il y a des sculpteurs par exemple? Oui. Si dans les sculpteurs, je m'inscris, est-ce que je peux apparaître mieux que d'autres? Alors oui, nous on a créé toute une offre de services à côté de la plateforme, puisque on a pris le parti de ne pas faire d'abonnement. C'est ce qui se fait d'ordinaire sur l'ensemble des marketplaces. Donc nous on n'a pas d'abonnement, on a juste simplement un système de commission sur les ventes. Mais à côté on a déployé toute une offre de services sur de la communication. Et donc on se positionne un petit peu comme un média qui est spécialisé dans l'artisanat d'art. Et donc les créateurs, ils ont la possibilité de prendre des packs, en fait, des packs de communication où on va pouvoir faire de la visite d'atelier, de faire de la prise de photos, de vidéos, de la diffusion sur nos réseaux et de la mise en avant sur notre site internet. Donc tout ce qu'il faut pour vraiment montrer ce qu'on fait. Exactement. Dans les meilleures conditions. Exactement. Donner de la visibilité, de la notoriété. Et d'ailleurs, on ne le fait pas uniquement sur le digital.
L'objectif, c'est justement, avec ce terme un petit peu barbare qu'est le figital, allier le physique et le digital. On essaye aussi de trouver d'autres endroits et d'autres lieux pour pouvoir montrer et valoriser l'artisanat d'art. Ça passe par des partenariats avec des concept stores. Ça passe également, là, par exemple, en ce moment, on est, je suis ravie de pouvoir, c'est une avant-première, Karim, pour vous, mais de co-organiser un salon en parallèle de Saveurs et Terroirs avec Savo Expo, qui sera un salon des métiers et de l'artisanat d'art. Et ça sera, ça va être assez énorme puisque ça sera 2000 mètres carrés d'exposition, donc plus de 70 stands et il y aura plein de nouveautés, notamment on va casser un petit peu les codes du salon traditionnel en mêlant l'art numérique et l'artisanat d'art traditionnel. Ok, et ça se passera à quelle date ? Ça se passera fin novembre, sur les mêmes dates que le salon Saveurs et Terroirs. Ok, rendez-vous à prendre, il faudra revenir en parler. Exactement. Et pour l'aventure OUA, c'est venu d'où ? Cette envie de faire une plateforme pour l'artisanat d'art? Eh bien, comme vous l'avez dit, nous on s'est connus à la Chambre de métier, Karim. C'est à la Chambre de métier que j'ai connu les artisans d'art puisque j'étais référente métier d'art. Et donc j'ai commencé à travailler aux côtés des artisans créateurs et je me suis très vite rendu compte qu'ils avaient un problème de visibilité et de notoriété et ça m'a donné envie de les aider et de les accompagner plus, ce qui était un petit peu difficile de le faire au sein du réseau des chambres consulaires. Donc tout simplement je suis partie et puis j'ai décidé de monter ce projet solo puisque je suis tombée un petit peu amoureuse de ces métiers-là. Et ça a pris combien de temps de passer de l'idée à l'activité réelle? Alors l'idée elle est née il y a quand même plusieurs années. Nous, on a pris le parti de développer le site internet entièrement. Donc, il y a eu un peu plus d'1 an et demi de développement web, à peu près 1 an de test marché pour voir un petit peu quel était le modèle économique qui allait le mieux, puisque nous, on est vraiment sur un fonctionnement où on cherche le gagnant-gagnant avec les artisans créateurs, avec le public et avec nous forcément, avec le travail que l'on déploie. Et donc, on a testé plusieurs offres de services, plusieurs systèmes, et c'est aujourd'hui, on vient de le trouver il y a quelques mois, quoi. Même si l'entreprise va bientôt avoir 3 ans et pour autant, on vient de définir correctement notre modèle économique. Pour les personnes qui souhaiteraient peut-être, comme vous ou comme Juliette, créer une marketplace, est-ce qu'il y a des petites choses à savoir, des petits pièges à éviter, des conseils peut-être? Des pièges, il y en a tous les jours. C'est l'accompagnement. Vraiment, c'est s'entourer en fait. C'est avoir une équipe avec laquelle on peut travailler, on peut avancer. Je pense que c'est un des facteurs clés de succès de l'entreprise et de l'entrepreneuriat d'une manière générale. C'est vraiment l'accompagnement et l'entourage. On n'est pas omniscient en tant qu'entrepreneur. On peut pas s'y connaître sur tous les sujets. On peut pas être à la fois technique, commercial, marketing, RH, gestion. Et donc forcément, là où il y a des lacunes en compétences, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Alors je connais pas d'autres plateformes qui font la même chose. Je sais pas si c'est une première, si ça existait déjà. Alors il y a d'autres sites qui fonctionnent sur une typologie de marketplace, mais nous on a des plateformes qui proposent à la fois la marketplace avec le système d'annuaire, avec aussi un système de renvoi sur les sites, avec un autre site d'accompagnement et qui essaye de développer le physique. Aujourd'hui j'en connais pas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous recrutez aussi de votre côté des artisans à mettre sur la plateforme ou c'est uniquement des inscriptions volontaires, j'ai envie de dire, de la part des... Non, on va les chercher, nos artisans, puisqu'ils sont pas visibles sur le web. D'accord. Donc on va les chercher notamment sur tous les salons, toutes les foires, tous les marchés, toutes les expositions. Et puis après, on fait pas mal de communication aussi sur les réseaux. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et via le site aussi. On a des personnes qui s'inscrivent naturellement. C'est une inscription qui est complètement gratuite, mais c'est quand même une demande d'inscription puisque nous on valide déjà que ce soit un professionnel immatriculé et on prend contact avec l'intégralité des créateurs qui veulent être présents sur la plateforme pour exposer le projet et pour que qu'il y ait une adhésion aussi au projet. Et donc vous les connaissez, c'est un gage de qualité pour les clients par la suite? Oui. On va marquer une dernière pause avant l'ultime partie de cette émission. On se retrouve juste après. Radio Grand Lac, votre radio. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux dirigeants. 3 invités aujourd'hui pour une émission au féminin. Nous avons eu Marjorie Zeiger, Juliette Macaire et Nour Bamed. Et puisqu'on n'a que des femmes autour de la table, abordons le sujet parfois délicat de l'entrepreneuriat au féminin. J'ai préparé quelques questions. Vous pouvez toutes les 3 répondre quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'ordre de passage. Première question. Selon vous,
est-ce plus difficile pour une femme de créer une entreprise ? Je veux bien y aller. Allez. Silence pesant. Voilà. Alors pour ma part, je pense pas que ce soit plus difficile pour une femme de choisir, enfin en tout cas de partir sur la voie de l'entrepreneuriat par rapport à un homme. Mais il est vrai, et c'est quelque chose que j'avais déjà vu quand je travaillais aussi au sein du réseau des chambres, c'est que nous les femmes, alors je vais pas faire de généralité, mais en soi on va beaucoup plus réfléchir le projet. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de femmes, et Marjorie, tu me diras si je me trompe après, qui se font accompagner. Mais il y a une réflexion qui se fait. En fait, on va penser le projet, on va le réfléchir beaucoup plus longtemps que ces messieurs. Voilà. Moi, j'aurais rebondi aussi sur le fait que non, enfin pour moi c'est pas plus dur. Après c'est juste la légitimité qu'on a, mais comme toute personne, c'est-à-dire que moi je suis partie sur l'industrie du jouet parce que j'ai travaillé ce métier, parce que je le connais, et du coup qu'on soit une femme ou un homme, peu importe en fait, on a la légitimité, on est expert sur notre domaine, donc ça pose pas un souci particulier. Moi, je rencontre pas de difficulté particulière à être une femme. Après, ça reste comme tout, hein, il faut être motivé, déterminé, et pour y arriver. Donc voilà, moi, je sais que c'est un peu la clé, mais c'est pas d'être femme n'est pas plus dur. Alors, concernant l'incubateur, moi, je peux souligner le fait que par rapport à il y a quelques années, on a beaucoup plus de femmes entrepreneuses. D'ailleurs, les dernières statistiques montrent que sur la globalité des projets qu'on accompagne, il y en a 40% qui sont des femmes. Donc, ce qui change par rapport à quelques années où il y avait effectivement plus d'hommes. Mais finalement, cette question, moi, je l'ai aussi avec le public jeune qui se dit, finalement, moi, je suis jeune, est-ce que je suis légitime aussi à entreprendre ? Et ce que je leur dis, c'est que de toute façon, qu'on soit homme, femme, jeune ou moins vieux, ou plus vieux, pardon, par exemple, un banquier va financer un projet qui tient la route, qui a un réel fondement, une offre de service ou de produit et un marché, et finalement l'âge ou le sexe du porteur de projet, qu'importe. La parité, grande question, on en parle beaucoup avec l'Assemblée en ce moment. La parité est-elle réellement bénéfique pour une entreprise ? Je peux prendre main. Vous avez 2 heures. Je dirais que juste d'un point de vue global, je trouve personnellement chouette d'avoir une parité. Après, on n'est pas sur du 50-50, c'est pas défini, c'est aussi sur le talent, les compétences de chacun. On le voit, hein, sans vouloir de faire de segmentation, mais dans le marketing, il y a quand même plus de femmes. Dans certains métiers, moi je vois par exemple dans le développement des marketplaces, du code, etc., on a plus d'hommes. Voilà, on va aller chercher aussi en fonction de la compétence et pas juste en fonction du sexe. Moi je fonctionne pas comme ça, c'est vraiment du feeling. Voilà. Après, on essaie d'avoir une parité aussi, mais je pense que c'est peut-être pas possible dans tous les domaines non plus, et on le voit. Enfin, je pense, on parlait du code, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais voilà, c'est des faits de société, c'est comme ça, et voilà. Mais la parité. Alors moi, je crois pas forcément en la parité égale entre guillemets, mais je crois en l'hétérogénéité, si j'y arrive avec ce mot, parce que et l'intelligence collective. Et c'est vrai que quand on a autour de la table effectivement des profils qui sont différents, avec des sexes différents, avec des visions différentes, on va apporter au débat et on va en tout cas avoir quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, essayer de casser un petit peu des groupes homogènes pour réussir à plus et mieux. Moi, je partage le point de vue de Juliette et de Nour. C'est vrai qu'il faut s'attacher surtout à la personne et finalement et aux compétences qu'on recherche pour avoir tous les chances de son côté pour réussir sa création d'entreprise. 3e question. Avez-vous, dans vos parcours, dû faire face à des freins, des obstacles, du fait que vous êtes une femme ? Alors, pas forcément dans le parcours de l'entrepreneuriat, hein, parce que justement, au contraire, il y a quand même des dispositifs pour l'accompagnement des femmes. Il y a il y a le fonds de garantie à l'initiative des femmes, s'il existe encore. Il y a des choses comme ça pour l'accompagnement. Après, c'est plutôt dans la vie personnelle, on va pas se mentir, hein, évidemment que parfois on a eu, en tout cas personnellement, quelques difficultés plutôt dans le monde professionnel, et pour asseoir cette légitimité. Plutôt dans ce sens-là. Ok. Pas d'autres témoignages ?
Non, je pense pas qu'il y ait des difficultés. Après, on le voit, mais dans les chiffres, il y a des moments de vie aussi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuses entre peut-être 20 et 30, et souvent après des reconversions professionnelles, parce que on n'oublie pas que souvent la femme, il y a quand même la vie de famille qui interagit dans tout ça. Donc il y a peut-être plus de moments pour entreprendre en tant que femme, mais c'est pas une difficulté, c'est une gestion de vie, c'est des événements de vie, mais voilà, c'est pas plus dur, et moi, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Après, vous avez toujours des cas un peu exceptionnels, mais c'est des gens avec qui, moi, du coup, je décide de pas travailler, et du coup, je travaille avec d'autres, et ça se passe très bien, et il y a aucun souci. Donc, c'est plutôt du feeling que personnel, je pense. Merci. Marjorie, je vais revenir vers vous. Il y avait encore 2-3 petites choses à dire, je crois. Oui, je voulais signaler qu'au sein de l'incubateur, ce qui fait aussi sa force, c'est qu'on a aussi des associations qui sont présentes au sein même de nos locaux. Donc notamment French Tech in the Alpes Antenne Chambéry, qui accompagne et avec qui on fait des programmes d'accompagnement spécifiques pour nos startups. Il y a aussi Savoir Mont Blanc Angels, qui est donc une association de business angels qui peut financer des projets. Et très récemment, on a l'association Solicir qui œuvre dans l'économie circulaire sur les Deux-Savoies, qui est aussi implantée sur le plateau. Il y en a de plus en plus de projets dans ce domaine-là, donc ça fait vraiment sens qu'ils soient avec nous sur le plateau. Et puis je voulais finir aussi avec des chiffres clés, puisque l'incubateur a accompagné depuis 2009 plus de 350 entreprises, et ça a généré plus de 2000 emplois. Donc voilà, c'est un beau dispositif, et on a une belle communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses avec nous. Déjà, bravo pour les chiffres, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux entrepreneurs, ou avec ou sans à la fin, qui voudraient se lancer, mais qui sont pas tout à fait sûrs, et puisqu'on est dans l'innovation avec vous trois, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on vient surtout prendre des infos et se faire accompagner? Ou est-ce qu'on reste à la maison et on réfléchit encore? Non. Vas-y. Je dirais la réponse est dans votre question. Donc oui, ne restez pas tout seul chez vous, sortez de chez vous, venez voir ce qui se fait à l'incubateur, et voilà, faites-vous accompagner. Nous, et Juliette le disait aussi tout à l'heure, c'est hyper important dans le processus de création d'entreprise. Quel que soit le stade d'avancement de votre projet, venez rencontrer une des personnes de l'équipe d'accompagnement de l'incubateur. Ouais, en complément, je dirais que si vous avez ce rêve un petit peu d'entreprendre, ou cette idée, il n'y a pas besoin d'une idée de génie, il y a juste besoin d'aller, d'essayer, d'oser essayer, et puis ça marche ou ça marche pas, on peut parler d'échec, l'échec est bon, ça nous fera rebondir, ça nous aura fait grandir, et l'expérience de l'entrepreneuriat, elle est juste extraordinaire. C'est un long marathon, c'est émotionnellement très fort, mais c'est quelque chose à vivre, donc si vous voulez oser le faire, faites-le. Le mot de la fin, Nour? Le mot de la fin. Lourde responsabilité. Merci Karim. Non, mais le mot de la fin, je rejoins complètement ce qu'elles ont dit. Il faut pas avoir peur outre mesure. Il faut vraiment aller chercher de l'accompagnement, et s'il y a une envie de se lancer, c'est aller tester. Aujourd'hui, il y a moyen de minimiser les risques. Voilà. Donc faut y aller. Faites-vous accompagner et allez au salon du Nouvel Entrepreneur en septembre. Il y aura beaucoup d'accompagnement sur place. Je vous rappelle donc que le Salon du Nouvel Entrepreneur, c'est les 17 et 18 septembre au Manège à Chambéry. Plus de 50 pros de l'accompagnement participent à cet événement incontournable de la rentrée professionnelle. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour toutes les annonces, et retrouvez tous les détails du salon sur notre site web nouvelle-entrepreneur.fr. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à mes invités d'y avoir participé. Merci. Donc Marjorie Zeiger pour l'incubateur Savoie Technolac, Juliette Macaire pour Je Change et Nour Bamet pour Waouh. On se retrouve le vendredi 8 juillet à 11h pour la dernière avant les vacances. Nous recevrons le CJD Mango Média et Chantal Baudouin Coaching. D'ici là, restez motivés et inspirés, et puisqu'il est midi, bon appétit. Le Flash Info avec Maxime, et ensuite la chronique de Jérôme, vue autrement.